Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV, émission consacrée aujourd'hui à l'intégration des voitures électriques dans le réseau avec l'arrivée de millions de modèles électrifiés. Qu'est-ce que cela va changer? Quelles opportunités cela va créer? On va parler de V2G, de Smart Grid. On va tout vous décrypter, bien évidemment, et surtout voir ce qui se cache derrière ces technologies qui sont en train d'évoluer. Notre panel d'experts pour en parler. Régis Le Drezen, bonjour et merci d'être là. Vous êtes le délégué général de l'association Think Smart Grids. Je l'ai bien dit, c'est bien ça. À vos côtés, Ehsan Emami, bonjour à vous. Ehsan, merci d'être là, président de Covoltis. On va parler bornes intelligentes et de cette intégration donc dans le réseau avec vous. Je vous présente également François Gatineau. Merci d'être là, consultant expert en mobilité électrique et président de Mobilise. Et puis Giovanni Matarolo, merci à vous d'être là, chef de mobilité, chef de projet mobilité électrique chez Enedis, là aussi évidemment un acteur important dans cet écosystème d'intégration pour faire simple. Justement, le Smart Grid pour les nuls, Régis Le Drezen, comment on pourrait le résumer? On optimise la distribution, la consommation d'électricité, c'est comme ça qu'on peut le dire? Oui, tout à fait. Donc, notre association fédère l'ensemble de la filière française des réseaux électriques intelligents. On parle du véhicule to grid, le véhicule qui est capable de réinjecter de l'électricité dans les maisons, dans les bâtiments, dans le réseau électrique. Qui n'est pas juste chargé, mais qui peut lui aussi, du coup... décharger, voilà. Exactement. Et alors, le véhicule to grid, il fait partie intégrante du Smart Grid. Alors, le Smart Grid, c'est quoi? C'est la rencontre de 3 écosystèmes. Ouais. Le premier, évidemment, le monde de l'énergie et des réseaux électriques. Le deuxième, le monde du digital, des télécommunications. C'est la couche que l'on vient rajouter sur le réseau électrique pour optimiser ses flux, production et consommation. Et puis finalement, ce dernier écosystème du véhicule intelligent, du smart electric véhicule, qui vient lui aussi apporter une flexibilité complémentaire au réseau. Okay. Et vous voyez, ces 3 écosystèmes font le smart grid de ce que sera demain une optimisation du réseau électrique intelligent. C'est très clair. Alors vous connaissez ça par cœur, mais c'est toujours bien de refaire un peu de pédagogie. Vous avez prononcé un mot important, la flexibilité du réseau. Chez Enedis, forcément, on regarde ça de près. Giovanni Matarolo, c'est justement l'idée de gagner en fluidité, d'utiliser ce parc qui va arriver de millions, si on prend l'échelle européenne, mondiale, de véhicules électrifiés, parce qu'on aura de l'hybride rechargeable dans un premier temps et ensuite du 100% électrique. C'est vraiment cette idée-là de flexibilité. Comment on arrive à gérer tout cela? Oui, quand on parle flexibilité, en effet, ce sont des solutions via les véhicules électriques utilisées pour lisser, par exemple, des pics de consommation, donc pour éviter que les réseaux soient sous contrainte. Il y a plusieurs niveaux de pilotage de smart charging qui permettent de mettre en place ces flexibilités. À ce jour, on est vraiment dans du pilotage qui, je définirais, normal. À ce jour, les personnes avec un véhicule électrique, un bon pourcentage se recharge la nuit. Donc, automatiquement, il y a déjà un pilotage qui permet de mettre en place. Assez fluide pour l'instant, effectivement. Et quand on se projette pour la suite, alors voilà, Enedis, forcément, un acteur majeur. Comment on anticipe au mieux? Quand il y aura des millions de véhicules qui vont arriver en fait en France, il faudra réfléchir à des manières plus évoluées de piloter la recharge de ces véhicules. Donc, il y a des perspectives qui sont très intéressantes. Et dans le cadre du projet que je pilote Enedis, c'est un projet avec un ensemble d'acteurs de la mobilité électrique en France. L'objectif, justement, est de tester à l'avance ces scénarios de pilotage intelligent, voir quelles sont les solutions techniques pour décaler la recharge d'un véhicule, pour moduler, donc baisser la puissance de recharge, voir comment on peut synchroniser et si ça vaut la peine de synchroniser la recharge avec de la production PV. Et on parle justement de V2G. On a une expérimentation au sein du projet où on teste du pilotage V2G, donc où les véhicules électriques réinjectent de l'électricité sur le réseau. On reparlera de cet aspect retour d'expérience. François Gatineau, vous observez ça forcément en tant qu'expert du sujet. On sera prêt. Parfois, on entend parler à la fois. Alors, il y a des choses assez optimistes du côté de RTE, notamment. En tout cas, des projections de oui, il n'y aura pas de problème, on saura gérer les pics. Parfois, il y a des craintes de se dire est-ce que vraiment on saura gérer les pics? Comment vous voyez ça là en ce moment, sachant qu'encore une fois, effectivement, comme l'a dit Giovanni Matarolo, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sujet là actuel. Alors nous, chez Mobilise, on est à la fois conseil, mais on est aussi bureau d'études techniques spécialisées. Donc on a le côté qui va jusqu'à l'infrastructure et l'utilisation de l'infrastructure, donc que ce soit pour les organisations publiques ou privées. Et ce qu'on voit, en fait,
c'est que l'utilisateur, quand il y en aura des millions, le risque, ce sera qu'il en fasse qu'à sa tête. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où il choisit de se charger, parce que par commodité, il veut absolument que sa voiture soit chargée le plus vite possible. Le fameux pic de consommation globale de 19 heures des foyers, il ne faudrait pas qu'on rajoute en plus. Il ne faudra pas qu'on rajoute le fait que j'arrive du travail, je suis à ma place de parking dans mon sous-sol de résidence ou dans mon parking de maison, il ne fait pas beau dehors, je me branche maintenant, comme ça c'est fait, j'aurai la flemme de ressortir plus tard pour pouvoir me rebrancher. Donc tout ça, il va falloir qu'il y ait de l'intelligence pour dire que même si je me branche, ça ne recharge pas forcément pile poil à l'heure où je me branche. Que ce soit équilibré vis-à-vis d'un usage de bâtiment, de réseau, et aussi par rapport à un prix. Parce qu'il y a aussi la composante prix, et c'est celle-là qui va sûrement faciliter l'adoption. Oui, parce qu'effectivement, l'usage de je me branche, j'ai l'impression que forcément, dès que je débranche, il ne se passe plus rien. Je peux rester branché sans forcément se charger. C'est là où vous pouvez intervenir avec Covoltis et Sanemami, justement, quand on parlait de bornes intelligentes pour vous, pour ce que vous proposez. C'est forcément aussi prendre en compte cette intégration-là, de dire qu'on peut rester branché sans forcément être en train de charger. C'est exactement ça. En fait, globalement, quand la borne de recharge n'est pas très chère à l'achat, c'est une des conditions. Ouais. On peut laisser l'utilisateur rester branché aussi longtemps qu'il le veut. En pratique, on veut qu'il reste branché parce que justement ce véhicule, qui est une masse de batterie qui n'est pas utilisée pendant 90% du temps, permet de faire ce que vous avez dit, à savoir faire la partie V2G, faire la partie d'équilibrage dans tous les sens, faire la partie effacement intelligent. Parce qu'avant de parler du V2G et toutes les contraintes que cela entraîne, l'effacement intelligent en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand les véhicules sont là et que finalement la personne part le lendemain matin, s'il donne l'information au système, le système, s'il est suffisamment bien fait pour intégrer les demandes des utilisateurs, il va privilégier en termes de puissance affectée celui qui est pressé ou celui qui demande beaucoup d'énergie, et puis laisser pour des heures tardives celui qui n'est pas pressé, d'ailleurs en lui faisant bénéficier des tarifs les plus intéressants. Aujourd'hui, on a une contrainte, c'est que les tarifs qu'on connaît sont peu fluctuants, heure pleine, heure creuse, mais si le marché va dans un sens d'économie, de énergie chère, je pense qu'il y aura des tarifs encore plus différenciants, et c'est là où le côté gestion intelligente prendra encore plus d'importance. Sur cet aspect-là notamment, Régis Le Dresian, avec, oui, on peut se dire qu'on aura un petit peu de nouveaux usages. Alors ceux qui partent de chez eux avec leur voiture à 7h, à 8h, à 9h, il faudra qu'ils soient chargés pour certains entre 2h et 5h, entre 5h et 6h. On va trouver comme ça de nouvelles habitudes ? Oui, tout à fait. L'enjeu, c'est de se préparer à l'électrification des usages en France pour justement décarboner le système. Le véhicule électrique, il est parfait pour répondre à cette flexibilité du réseau et donc va pouvoir se charger, on l'a dit tout à l'heure, à des moments où finalement le réseau est très peu chargé. On va faire des investissements sur les réseaux, mais il va falloir aussi le numériser. Et en fait, cette numérisation du réseau permet de charger parfois le soir, mais aussi avec l'arrivée des énergies décentralisées, le photovoltaïque va parfois permettre de recharger le véhicule électrique entre midi et 14h. Et donc, en fait, ces fluctuations de recharge iront avec des fluctuations du prix. Et toute cette coordination, elle est à mettre en œuvre. Et pour Enedis aussi, j'imagine qu'il faut arriver à mettre le client au cœur de tout ça pour que justement cet usage devienne naturel. Quels sont les enjeux principaux ? Qu'est-ce qu'il faut faire passer comme... Tout à fait. En fait, c'est un très bon point qui était déjà évoqué en partie, mais il ne faut pas oublier que quelques solutions qui puissent faciliter le pilotage du réseau, la gestion du réseau, il faut que ce soit une solution qui soit acceptable pour l'utilisateur final. C'est l'utilisateur final qui utilise le véhicule électrique qui est au centre. Donc c'est lui qui décide si oui ou non il accepte d'utiliser des solutions de smart charging. Et donc il est très important, dans le cadre des expérimentations qu'on mène au sein du projet, bien sûr, il y a un volet technique qui est très important, démontrer la faisabilité des solutions, mais il y a aussi un volet qui est sociétal, économique. On mène des enquêtes pour voir si les solutions qui sont mises en place peuvent répondre à un besoin utilisateur et peuvent apporter aussi un gain, que ce soit économique, que ce soit sociétal, environnemental, du point de vue de l'utilisateur. Et vous avez déjà quelques retours d'expérience qui vous permettent un petit peu d'orienter. C'est le début, il y a des choses qui vont sur justement comment ça se passe. Est-ce que ça on arrive à rendre ça fluide, flexible aussi Alors je fais du teasing dans le sens où on a lancé les premières expérimentations ces derniers mois. Donc il y a des enquêtes qui sont en cours. On commence à voir les tout premiers retours. Donc on attend de bien consolider ça pour faire un retour qui va être très instructif, pas seulement pour Enedis, mais
pour l'ensemble de la filière. Des acteurs, voilà. Auto, le projet à venir sur différents acteurs que vous représentez pour partie ici autour de la table, parce qu'effectivement, c'est une logique globale que vous observez aussi, François Gatineau. Tout le monde a un intérêt à ce que ça se passe bien, que ce soit au moment de la charge, la consommation d'électricité. Ça peut paraître un peu contre-intuitif de se dire je reste branché et ça va moins consommer, ou je vais faire baisser ma facture d'électricité peut-être en laissant ma voiture branchée. C'est le genre de message aussi qu'il faudra arriver à faire passer en termes de logique assez différente. C'est sûr qu'en termes d'usage, l'utilisateur lambda, pour l'instant, il se dit moi je mets une source d'énergie plutôt de l'ordre d'essence, je fais ce que je veux avec, je suis libre de faire ce que je veux. Ouais. Si on prend exactement ça et qu'on le duplique, c'est sûr que je peux utiliser toute l'énergie que je veux quand je veux. Mais sauf que ça ne peut pas évidemment marcher. Ce n'est pas tellement le volume qui pose problème, c'est la façon dont je le consomme et la puissance au moment où je le consomme. Ouais. Et puis surtout, ce qui rend les choses plus complexes à saisir par le client final, c'est dire qu'est-ce que je peux faire pour mieux consommer, pour être plus sobre, pour participer, être plus généreux dans ma consommation vis-à-vis d'un réseau qui peut, certaines fois, avec ce qu'on vit en externalité, en problèmes climatiques, en choses comme ça. Au niveau d'un immeuble, d'une entreprise. Au niveau d'un immeuble, qu'est-ce que je peux faire et comment je le fais et comment je sais que c'est au bon moment. Parce que ça, c'est ça qui est compliqué. Comment je sais que c'est le bon moment pour justement être sûr que je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. C'est difficile à comprendre et là, il y a un effort de pédagogie des acteurs de la filière, une communication pour comprendre quand est-ce que c'est mieux que je peux, moi, en tant qu'individu, entreprise ou particulier, apporter ma pierre à l'édifice. Et comment on s'adapte justement, SN Mamie, avec les bornes de Covoltis sur les usages? Est-ce que du coup, on va indiquer le moment? Est-ce qu'on va aussi indiquer un peu la puissance? Est-ce que peut-être que j'aurai besoin d'une demi-heure de charge parce que c'est mon trajet quotidien? Ça ne sert à rien de charger pendant 3 heures. C'est ce genre de choses qu'il faudra mettre en place aussi? Alors, en fait, il y a une norme qui existe aujourd'hui, qui n'est pas encore déployée sur les véhicules, ou qui commence à être déployée, qui s'appelle ISO 15118, un nom barbare, qui globalement signifie que les véhicules et les bornes vont communiquer des informations ensemble, des informations d'authentification. Donc la borne connaît le véhicule sait que la borne n'est pas un pirate, et aussi le véhicule communique des informations intéressantes, type taux de remplissage de la batterie. Donc la borne connaîtra un taux de remplissage et l'utilisateur indiquera l'heure à laquelle il souhaite partir et la quantité d'énergie qu'il veut. Comme si on allait à la station-service et on laissait sa voiture en disant « je reviens dans 2 heures, je voudrais 20 litres ». Et le pompiste, il fera en sorte de servir tout le monde avec les 2 bras qui lui restent. Donc globalement, le système Covoltis, ce qu'on a imaginé, c'est de dire on souhaite satisfaire tous ceux qui font leur demande en forme d'heure de départ et quantité d'énergie, mais que la somme des puissances ne dépasse jamais une puissance disponible au niveau du réseau. C'est là où on limite l'impact, et c'est dans le même algorithme, on intègre le tarif d'achat, qui lui peut être un tarif très fin, par heure par exemple, ce qui fait qu'in fine, automatiquement, juste par une simple expression de besoin de l'utilisateur, on charge son véhicule quand c'est le plus intéressant pour lui, pour nous aussi, puisqu'on dégage un peu d'argent, mais aussi pour le réseau. Puisque quand l'électricité est bon marché, c'est quand on n'est pas dans les productions marginales qui sont producteurs de CO2 et de pollution, etc. Oui, effectivement. Alors, Régis Le Dreden, cet aspect de tarification, forcément, c'est majeur, même si pour l'instant, effectivement, on se rend compte qu'on n'a pas les enjeux avec des millions de véhicules. Donc c'est compliqué de trop imaginer ce que ce sera en 2030, mais malgré tout, c'est dès maintenant que ça se prépare aussi. Tout à fait. La tarification, elle est majeure. Il faut savoir qu'en France, on a une tarification, on en a parlé tout à l'heure, qui est tout à fait intéressante. C'est-à-dire qu'on a un prix de l'électricité qui est moins cher que nos collègues pays européens. Ça veut dire qu'on a une avance. Il ne faut pas la perdre, cette avance. On en a parlé sur la pédagogie. La technologie, elle est présente. Par contre, la coordination de cet écosystème complexe aujourd'hui va être majeure pour avoir finalement une tarification qui est intéressante pour le client et qui évidemment est intéressante pour le réseau d'électricité. Ces 2 éléments-là sont majeurs, les réseaux, le client. Et donc c'est ce qui fera qu'on aura une tarification intéressante pour décomplexifier notre système actuel. Et ce qui se passe en ce moment en termes de retour d'expérience, etc., c'est en train, on commence à voir un petit peu vers là où on va, ou malgré tout, il n'y a pas encore suffisamment de voitures 100% électriques pour qu'on se projette de manière concrète? La tarification, aujourd'hui, on peut déjà communiquer aux clients, aux entreprises,
que le smart charging, le pilotage simple, le décalage de sa recharge, au moment où le réseau est le moins chargé, où l'électricité coûte le moins cher, la nuit aujourd'hui, demain au moment où on a du solaire, c'est intéressant. Et il faut y aller. On a la technologie. Et du coup, cette pédagogie va nous servir pour aller encore plus loin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur la réinjection d'électricité au bon moment pour les enjeux du réseau. Oui, et puis avec les évolutions aussi de la société, bon, évidemment, le solaire en journée, la nuit, les heures creuses. Avec le télétravail, peut-être que si c'est ma journée de télétravail, je ne prends pas ma voiture, je vais charger entre 14h et 16h. Voilà, je prends un exemple comme ça au hasard. C'est ce genre de choses qu'il faudra arriver à mettre en place? Tout à fait. Et ça, c'est un lien aussi avec un autre volet qui concerne directement les V2G, c'est la notion d'autoconsommation. Ouais. OK. À ce jour, clairement, l'autoconsommation est un levier pour aussi favoriser la généralisation du V2G. Après, la voiture comme source aussi un peu d'énergie du foyer, enfin, si on prend le... En gros, l'utilisateur, quand il y a de la production privée, utilise cette production privée pour recharger la batterie de la voiture. Et après, le soir, quand il y a aussi un pic de conso, quand l'électricité est plus chère, peut utiliser la batterie de la voiture pour réalimenter la maison. Sans que ça te décharge trop. Enfin, il y a cette logique-là d'anticipation, de se dire, bah, hop, je rechargerai peut-être 2 heures plus tard. Enfin... Absolument. Après, il y a tout un travail qui est en cours. Il y a pas mal de travaux là-dessus aussi, au sein du projet à venir également, sur comment on peut optimiser ces systèmes énergétiques qu'on appelle privés. Donc, comment concilier, optimiser la gestion de tous les moyens de production et de consommation au sein d'un système privé. Et sur tous ces aspects-là, François Gatineau, vous voyez une cohérence qui est en train de se mettre en place, même si on n'a pas toutes les réponses. C'est en train de se mettre en place, tout le monde a envie d'arriver au même résultat. La fluidité, on va vers l'électrique. Donc voilà, qu'on soit un fabricant de voitures, qu'on soit un fabricant de bornes, voilà, forcément, il faut qu'on arrive à travailler ensemble et à faire quelque chose du plus fluide possible, encore une fois, pour revenir au client et son usage, pour que ce soit naturel. Je ne vais pas dire des choses qui vont faire plaisir à tout le monde. Allez-y. C'est pas encore quelque chose d'assez commun et d'assez partagé avec l'ensemble de la filière. Ça reste un sujet de spécialiste. Il y a beaucoup de changements à mettre en place. Régis en parlait tout à l'heure. Il y a les aspects sur le réseau, et les aspects au niveau des véhicules. Il faut que les véhicules permettent d'avoir des recharges bidirectionnelles. Pour l'instant, il y en a très peu. Il faut que les bornes soient dotées de la technologie adaptée. On parle de bornes qui ne doivent pas être trop chères non plus pour le domicile des gens. Donc, il ne faut pas que ce soit des technologies électriques qui font que ça rend les choses inabordables pour tout un chacun. Et puis, tout le pilotage, toute la solution de pilotage. Qui va faire l'agrégation? Qui va piloter tout ça? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, il y a encore un petit peu de travail quand même. Ce qui est plutôt logique, mais effectivement, c'est ce qui se passe autour de la table avec vous. Pour les bornes, justement, comment on s'adapte par rapport à ça? Quels sont peut-être les projets pour vous chez Covoltis entre les particuliers, les besoins des entreprises, etc. Comment tout ça se concrétise? Déjà, c'est vrai qu'on est encore dans un monde d'expérimentation parlant de V2G. On a d'ailleurs un projet en collaboration avec Enedis et Renault sur l'IDIE pour d'abord commencer à faire de l'effacement intelligent et ensuite aller vers la partie V2G quand les véhicules seront disponibles. Et on parle encore de 2 petites années pour avoir les véhicules sur le marché. Et c'est vrai qu'il y a 2 mondes dans ce monde de V2G. C'est un peu technique, mais il y a les bornes en courant continu ou courant alternatif. Et quand on parlait de bornes bon marché, là, si j'y crois vraiment beaucoup, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a orienté notre stratégie dans cette direction, les bornes courant alternatif sont moins chères. Et donc, on peut imaginer que quelqu'un investisse un peu d'argent d'une borne AC chez lui qui fasse du V2G. En revanche, une borne d'essai, pour les mêmes fonctions, est 2-3 fois plus chère, facilement. Et donc, il n'y a pas de justification économique. Et alors, il s'avère que dans le passé, le monde d'essai en V2G a commencé plus tôt que le monde AC. Ça a été des initiatives japonaises. Mais peu à peu, les bornes AC arrivent. La norme a enfin été finalisée. Et donc, je pense qu'on est dans les 2 années charnières pour préparer l'arrivée des véhicules et les mêmes bornes qui permettront aussi bien de faire de la partie authentification intelligente que la partie aller-retour de l'énergie. Et juste un point à garder à l'esprit, c'est que la quantité d'énergie qu'on va prendre au véhicule, c'est une petite partie. Même si on fournit la maison pendant les quelques heures de pointe de soir, on prend peut-être 10% de ce qu'il y a sur la batterie du véhicule. Donc, on ne va pas créer de problème. Et quand on parle de V2G, ça sera très souvent la somme de puissance agrégée de véhicules qui font qu'en prenant quelques kilowatts de puissance, vous prenez 3 kilowatts par véhicule, 300 véhicules, vous avez 1 mégawatt de puissance disponible. Et c'est un peu le minimum que RTE demande pour faire de l'équilibrage de réseau intéressant. Eh bien, parfait, c'est passionnant. Il y a plein d'autres sujets qu'on aura l'occasion d'aborder avec vous sur ce plateau. Merci à tous les 4 d'être venus sur Mobility TV et on se retrouve
très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.